Aucun parent n'est accompagné en fait. L'école m'a dit tout de suite, on ne le prend pas. L'enjeu est financier. Un patient autiste, pour un psychanalyste, c'est un patient à vie. Ne me parlez pas d'une structure dans laquelle vous ne savez même pas ce qui s'y passe. Il y a un diagnostic TSA, il a mal au ventre, vous ressortez avec un neuroleptique. Moi, mes valeurs éthiques ne me le permettent pas. Je ne veux pas ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre tout premier podcast. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Virginie. Alors Virginie, je vais te laisser te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Virginie. Je suis maman de 3 enfants qui ont 23 ans, 19 ans et 17 ans. Et je suis la fondatrice, directrice et ingénieure pédagogique de Teddy School à Genève. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Teddy School? Ouais, bien sûr, Teddy School, c'est une équipe de professionnels qui est dédiée à l'accompagnement des individus atypiques, c'est-à-dire enfants, ados. On a aussi parfois des adultes qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Donc ça concerne le TDAH, les 10, quelque chose, et l'autisme. Ok. Et comment tu as eu l'idée de créer ta fondation? Eh bien, c'était pas forcément une idée. C'est le plus jeune de mes enfants est atypique. Donc, quand il était tout petit, à 2 ans et demi, on a eu un diagnostic TSA, donc autisme. À l'époque, d'ailleurs, c'était TED, voilà, trouble envahissant du développement. Ah, d'où le TED de Teddy School. D'où le TED exact de Teddy School. Puis les nomenclatures évoluent. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelait TED, TED, c'est aujourd'hui TSA, trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, je me suis retrouvée coincée. Je ne pouvais pas prendre de classe, je ne pouvais pas continuer mon activité professionnelle puisque lui, il n'était pas scolarisable. Il parlait pas, il n'était pas propre. Donc en fait, clairement, l'école m'a dit tout de suite, on ne le prend pas. Donc voilà, il a fallu moi, j'avais envie de continuer à enseigner, à transmettre. Donc de petits cours individuels où de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus d'élèves à besoins spécifiques. Quasiment même tout de suite, dès le départ, c'était que ça. Et lui, et toutes les recherches que j'ai faites, les formations pour avoir des réponses pour lui, j'avais des réponses pour mes élèves. Et en fait, l'un dans l'autre, ça a créé le truc, quoi. Et je me suis retrouvée avec tellement de demandes, très rapidement, dans les 8 mois après le commencement, que je me suis dit, il faut que j'ai des gens qui puissent me soutenir, qui puissent faire la même chose que moi sur le terrain. Et donc, de fil en aiguille, voilà, aujourd'hui, on est 32. Donc, il y a une équipe de 32 personnes au sein de Teddy School, dont je fais Exact, partie d'ailleurs. exact, avec un pôle éducatif, un pôle formation, puis un pôle bilan. Comment tu as vécu le diagnostic de ton fils? C'est pas évident, hein. Sur le coup, le psychologue qui m'a dit, écoutez, je pense que c'est un TED. Je l'ai regardé, je lui ai dit, un quoi? Je savais pas du tout ce que c'était. Moi, j'étais pas sur cette planète-là. Je connaissais pas ce monde. Et donc là, il me dit, un trouble envahissant du développement. Puis, je sais pas, je devais être béate avec des points d'interrogation dans les yeux. Et donc, il a précisé, puis là, il me dit, de l'autisme. Je sais pas, je pense que c'est comme si j'avais pris une masse énorme dans la tête, un choc pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes, j'en sais rien, mais il y a rien à dire. Le corps, il est figé, on bouge plus. Derrière, par contre, je l'ai regardé, je dis, bon alors on fait quoi? Puis à partir de là, j'ai pas arrêté. J'ai une espèce de soif, jour, nuit, de savoir qu'est-ce que c'est, quoi faire, est-ce que c'est toute la vie? Les milliards de questions que j'ai eues dans la tête à ce moment-là, fallait qu'elle trouve des réponses concrètes. Tu voulais absolument comprendre ton fils pour pouvoir l'accompagner au mieux. Est-ce que tu t'es sentie accompagnée? Non, pas du tout. Mais aucun parent n'est accompagné, en fait. On te donne un diagnostic, on te pose une étiquette, et puis, ciao, bye bye. Allez, au revoir, à la prochaine. Il n'y a aucun parent accompagné. Ils ne sont pas accompagnés dans la compréhension du trouble. Ils ne sont pas accompagnés dans le lien avec leur enfant. Ils ne sont pas accompagnés dans la violence que ça peut leur faire à eux. Parce que tu te prends ça dans la tête. Enfin, c'est indéfinissable. J'ai pas de mots pour définir. Il n'y a que des parents comme moi qui peuvent comprendre ce que c'est que cette violence-là, en fait. Qui est juste le début. Qui est juste le début. Parce qu'après, la maltraitance institutionnelle, après les violences, font que se répéter, en fait. C'est le début d'un combat à vie. Et en parlant justement des violences envers les parents, parce que ce que tu me dis, c'est très violent, mais c'est très vrai aussi. Après le diagnostic, qu'est-ce que tu as pu entendre de plus violent ou de plus injuste? Ouf, on pourrait faire un petit listing. On peut Parce faire que un livre si tu veux. oui, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a sur le coup, il y a 6 mois après, 1 an après, mais en fait, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 15 ans après, il y a encore des
des phrases que tu entends comme ça, puis tu as juste envie de dire, mais what? C'est Mm. quoi ce truc? Une des phrases les plus violentes, c'était oui, mais bon, c'est de votre faute. On ne sait pas, il est autiste, peut-être il ne l'est pas. Parce qu'après, ça dépend sur qui tu tombes. Est-ce que tu tombes sur quelqu'un de psychanalytique? Mais voilà, non, mais vous êtes trop anxieuse comme mère, en fait. Donc il sous-entendait que si ton enfant a été autiste, c'est parce que tu étais une mère trop anxieuse. Mais moi, comme tout le monde. Je suis pas la seule, loin d'être la seule. Enfin, je veux dire, mon cas n'est pas un cas à part. Mon cas, c'est le cas de 90%, 99% des parents. Mm. C'est ça la réalité aussi. Mais ça, c'est pas un fait scientifique. Pas du tout. C'est même l'inverse d'un fait scientifique ou l'opposé. Non, aujourd'hui, la science, elle est très claire avec ça et depuis longtemps, en fait. Il y a d'ailleurs eu, du côté français, hein, quelques décrets ou lois, je sais pas, il y a quelque chose qui est passé il y a pas très longtemps pour balayer d'un revers de main la psychanalyse. Mais la psychanalyse avait déjà été balayée dans le monde de l'autisme, en tout cas, en 2012, en mars 2012, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, que personne ne lit, je crois. Et ben, selon toi, pourquoi on entend encore ce genre de discours aujourd'hui? Pour deux raisons. La première, c'est la méconnaissance, je pense, la mésinformation ou la désinformation, le fait que les gens savent mal ou savent pas, qu'au-dessus d'eux, d'ailleurs, ils se réfèrent à des gens qui finalement savent pas mieux et leur transmettent des mauvaises informations. On voit encore aussi beaucoup d'acteurs, de professionnels dans la petite enfance, dans l'enfance, qui continuent de transmettre comme ça aux parents des mauvaises informations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est un conflit, un enjeu financier, un conflit. Parce qu'il y a des gens, c'était leur gagne-pain. C'est encore leur gagne-pain. Si je peux conseiller aux parents, par exemple, le documentaire Le Mur de Sophie Robert, qui a fait beaucoup parler de lui, et qui lui a valu d'ailleurs à Madame Robert pas mal d'ennuis, mais dont elle s'est sortie, bravo, c'est une guerrière aussi, eh bien, elle le dit clairement, l'enjeu est financier. Un patient autiste, pour un psychanalyste, c'est un patient à vie. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas d'amélioration. C'est terrible. Oui, c'est terrible parce que du coup, c'est des parcours de vie qui sont gâchés. Mm. C'est des vies qui sont broyées. L'enfant qui devient un ado, qui devient un adulte, qui pourrait être autonome. Et d'ailleurs, l'impact financier sur les sociétés devrait être encore plus calculé. Parce que finalement, si on investissait l'argent dans les prises en charge recommandées, adaptées, validées scientifiquement, qui font que l'individu va devenir autonome, hein, finalement, ça serait des économies de dizaines de milliards au bout du compte. Parce qu'un adulte autonome qui a un travail, même un petit job, bah, c'est un adulte qui n'est pas à la charge de la société et surtout qui a, d'un point de vue humain, sa propre vie, qui a une chance d'être heureux, d'avoir une vie épanouie et qui va pouvoir vivre normalement, en fait, ou presque. Donc ces paroles, comme tu as pu en parler, ont forcément un impact sur les parents, mais aussi Bien un sûr. impact sur les enfants derrière. Bah, sur les parents, ça te donne juste envie d'abandonner. Mais il y a des mamans, des papas, il y a des parents qui m'ont rapporté des paroles du genre non, mais laissez tomber, votre enfant ne parlera jamais, ou alors vous feriez mieux de le placer. Moi-même, on m'a dit, bien des années plus tard, vous avez envisagé un IME? What? Mais de quoi on parle là? On parle de ségrégation? Alors que tous les discours vont vers l'inclusion? Si on peut s'en débarrasser, les mettre de côté, c'est un peu l'objectif, quoi, en C'est fait. ça, effectivement, Indirectement. c'est ça. Mais la volonté, le pire, c'est que la volonté n'est pas là. Mm. La volonté n'est pas de mal faire. Les professionnels qui vont... Attention, parfois c'est médecins, enseignants référents handicap, éducateurs, éducatrices. Les professionnels qui vont te dire ça se rendent même pas compte. C'est pas malveillant. Non, je pense pas que ce soit malveillant. Sincèrement, je crois au bon dans chacun. C'est simplement qu'ils ne savent pas. En tout cas, moi, ce pro qui m'a dit ça, par exemple, si on reprend juste cette petite anecdote-là sur l'IME, je l'ai questionné, je lui ai dit, mais avez-vous déjà été dans un IME? Et savez-vous ce qui s'y passe? Ou un IM Pro? D'accord? C'est une structure française, mais avez-vous déjà été? Et là, il m'a regardé et il m'a dit, ben non. Je dis, bah alors me dites pas ça. Ne me parlez pas d'une structure dans laquelle vous ne savez même pas ce qui s'y passe. Et je vais vous dire, moi, ce qui s'y passe. Voilà, puis bon, j'ai enchaîné là-dessus, peu importe.
Est-ce que pour, éviter ça, tu conseillerais aux parents de se former comme toi, tu as pu te former? Oh, oui, c'est même au-delà de la formation. Parce que du coup, c'est une trajectoire développementale, c'est des guidelines. C'est vraiment un guide de survie pour la vie, quoi. Tu vois? Parce que c'est pas que de la formation. Il faut aller chercher l'information. Il faut comparer les informations qu'on nous donne. Parce que telle personne te dit blanc, telle personne te dit noir. OK. Et quand je mets les deux en face, ça me dit quoi? Faut être curieux, faut être perspicace. Faut jamais lâcher l'affaire, en fait. Et il faut pas prendre de décision sans avoir clarifié toutes les données qu'on a. Donc oui, je peux conseiller aux parents de s'accrocher et de demander des informations et de ne pas se laisser berner par un titre. Tu nous as expliqué un petit peu que tu t'étais formée. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus. Est-ce que tu as des détails un petit peu sur, ton parcours professionnel justement depuis le diagnostic de ton fils? Bien sûr, alors moi j'avais déjà une licence en sciences de l'éducation, puis un master, métier de l'éducation, de l'enseignement, de la formation. Peut-être que ça m'a aidé, je sais pas. Euh, Donc à partir de là, l'aspect didactique, pédagogique, un petit peu sociologie, Mmh. psychologie, bon, on voit pas mal de choses quand même à l'université. Euh, je suis allée chercher, et là c'est pareil, avant de valider, d'aller vers une formation, j'ai passé pas mal d'heures à comparer et à regarder. Donc moi je suis allée au Canada, je suis allée chercher des formations qui existaient sur d'abord les troubles 10, d'accord, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. À l'époque, on disait dyspraxie, dysgraphie, etc. Ça, c'était déjà une petite base. Ça m'a fait une centaine d'heures de cours, de pouvoir appliquer systématiquement tout de suite sur le terrain avec les élèves que j'avais donc en cours individuel. C'était extraordinaire. Parce que je pense que la formation m'a amené 20-30% d'outils de base, en fait, hein, d'accord. Le terrain, je dirais 70, 80% pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Les enfants de tout âge, ados, ce sont eux qui m'ont formée, en fait, et qui m'ont appris énormément de choses. Parce que ce que je fais pour un, ça peut pas faire pour l'autre. Donc, c'est extraordinaire, ça, cette petite machine, ce système qui se met en place. Après, je suis allée chercher des formations un peu plus en Europe sur l'analyse appliquée du comportement. Donc, j'ai Mmh. été la première technicienne comportementale enregistrée en Suisse sur Bravo! l'ABA. On était deux, ouais, c'était en 2015, Dis moi donc. puis un monsieur qui était avec moi. Ça m'a pas suffi sur l'ABA, donc je suis allée creuser encore un peu plus à l'université du North Texas. J'ai eu la chance d'être supervisée et formée à Teach, qui est une autre approche, d'ailleurs vue un peu en opposé avec les ABA puristes. Mais déjà à l'époque, 2014-2015, je disais, mais attendez, les deux approches sont complémentaires. Alors, du coup, des fois, bon, je me suis un petit peu flinguée du regard. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Et puis, quelques années plus tard, j'ai vu qu'ils mettaient ça ensemble. J'ai dit, c'est cool. Euh, donc, ouais, je suis vraiment allée chercher des approches validées, recommandées scientifiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que les interventions de Teddy School sont prises en charge par les assurances américaines ou internationales, parce qu'on fait la preuve des progrès. C'est pas juste, oh oui, on a l'impression que. Donc, cette force-là, moi, j'ai rien inventé, hein. Je suis juste allée chercher de la matière première, finalement, que j'ai mis ensemble pour faire quelque chose de cohérent pour chaque individu qui est accompagné. Et ça fonctionne. Et donc, mais même encore aujourd'hui, je continue de me former. Voilà, Barclay, il y a tout un tas qui est un, comment dirais-je? Je vais pas dire une sous-catégorie d'ABA, mais un dérivé quand même, Mmh. mais c'est plus pour les parents, pour la guidance parentale. Aujourd'hui, tu estimerais que tu as fait environ combien d'heures de formation? Parce que Beaucoup, puis j'ai pas fini parce que du coup, j'ai voulu aussi aller chercher encore un peu plus de légitimité dans l'ingénierie pédagogique. Du coup, j'ai repris mes études OK, et j'ai revalidé un master en ingénierie pédagogique pour les d'accord. élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Bon, j'en suis assez fière parce que reprendre ses études aussi tard, c'était pas évident. Et oui. Surtout en menant de front Teddy School, les Mmh. enfants, Mmh, mmh la mh. maison, etc. Si on rajoute les lectures, l'étude de certains bouquins, j'ai fait des formations aussi sur les bilans neuropsychologiques avec la Ça va compter. doctoresse Mazo. Mmh. J'ai eu la chance hein, vraiment d'être formée par elle. J'étais dans un groupe, il y avait que des psychologues, mais ils ont bien voulu me prendre, enfin elle, m'a acceptée dans le groupe. Euh, je sais pas, Montessori. J'ai fait aussi des formations Montessori pour bien
plus de 100 heures aussi de formation Montessori. J'ai fait une formation aussi d'un gros paquet d'heures sur la communication non violente. En fait, j'ai pas arrêté, hein. Donc, je sais pas, je dirais peut-être bien 2000, 3000 heures de formation. C'est énorme. Oui, mais parce que c'est un mode de vie. Est-ce que c'est réaliste de demander aux parents de se former 2000 heures ou... Non, non, c'est pas réaliste et puis c'est pas forcément nécessaire. Mais il faut qu'il y ait une petite base. Hmm. Faut qu'il y ait une base. Aujourd'hui, à Teddy School, moi, je refuse parfois certaines demandes, notamment quand c'est de la guidance parentale, quand c'est pour des enfants qui ont des troubles oppositionnels, avec ou sans provocation, ou alors quand il y a beaucoup de comportements difficiles, des comportements violents. Je dis aux parents, d'accord, on va intervenir, on est OK pour vous aider. Par contre, je veux que vous vous formiez. Une petite base. Ils se forment où ils veulent d'ailleurs. Je leur demande même pas de se former forcément chez nous. On a des courants e-learning, mais je leur envoie un panel de liens vers des formations gratuites, vers des formations payantes, dans différents types, comment dirais-je, de compétences, d'objectifs de formation. Mais je veux qu'ils comprennent parce que quand on va discuter ensemble de renforçateurs, de renforcement positif, de tableaux de comportement, d'extinction. Je veux qu'ils sachent de quoi on parle. Ils doivent être des partenaires. Ils ne sont pas passifs. Je ne veux pas rentrer dans ça. Et d'ailleurs, nous, notre but, c'est de disparaître. C'est Oui, pas d'être là c'est toute la vie. d'estomper la présence. Mais bien entendu, c'est la première chose que je dis. Nous, on est là pour un petit temps de la vie de l'individu. On n'est pas là pour toute sa vie. Parce qu'on va l'équiper avec des outils internes, des outils externes. On va modifier l'environnement et les acteurs de l'environnement. Et on va expliquer tout ça aussi à l'individu pour que lui puisse être force de proposition dans sa vie, à toute étape de sa vie. Donc parfois, il faudra peut-être revenir un petit moment, par-ci, par-là, mais on ne veut pas faire des gens des assistés. Moi, je veux faire de eux des acteurs, des vrais acteurs qui soient maîtres à part entière de leur vie. Parce que concrètement, sur le terrain, quand tu as des parents qui sont pas formés, c'est quoi le risque quand tu fais de la guidance parentale? Le risque, ça va être de faire des factures pour rien. Et c'est pas éthique. Le risque, ça va être de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de mettre l'enfant en échec, de mettre les parents en échec. Et en fait, ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, mes valeurs éthiques ne me le permettent pas. Je ne veux pas ça. On fait des factures, on est là, c'est pour qu'il y ait des vrais progrès, qu'il y ait un vrai résultat, qu'il y ait de la qualité, que les parents nous disent ça marche, que les enfants nous disent ça marche, je suis content, ça se passe bien. Et puis que ça marche, il soit objectivé. Et c'est du qualitatif, mais c'est aussi du quantitatif. C'est pas juste on a l'impression que. On va maintenant aborder le sujet de l'école. Qu'est-ce que tu en penses si je te dis une école inclusive sur le papier, mais pas dans la réalité? Ah, ouais, c'est pas mal ça. C'est même pas mal du tout. Oula, il y a beaucoup à dire. Sur le papier, bah oui, loi de 2005, du côté français. Il n'y a pas de loi en Suisse? Si, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Alors, la Suisse fonctionne différemment, puisque dans les cantons, c'est différent. Par exemple, depuis 2017, moi, j'interviens très régulièrement dans le canton de Fribourg, à la Haute École pédagogique. Suisse, c'est plutôt 2015. Il y a 10 ans d'écart sur les lois, concernant les lois sur l'inclusion, pardon. Mais en fait, est-ce que les moyens... La question, c'est ça. La question, c'est est-ce que les moyens humains et financiers sont là? Et la réponse est non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'école inclusive sur le papier, on a la vitrine, et derrière, ça ne se passe pas de cette manière-là. On essaye de faire du mieux qu'on peut, je pense, sur le terrain. Quand je dis ça, je pense à des écoles publiques, je pense au canton de Fribourg notamment. Je pense à Genève, à pas mal d'écoles privées avec lesquelles je travaille. Et on arrive à voir des pépites, on arrive à voir des diamants. Parce que Fribourg, il me semble, excuse-moi, que tu formes dans les HEP de Fribourg. Oui, les hautes Les écoles enseignants. pédagogiques, au service de la formation continue, puisque les enseignants vont suivre des formations continues au-delà de la fin de leur Donc, déjà, de la part des cursus. hautes écoles pédagogiques, il y a des moyens financiers qui sont mis Oui. aussi pour l'enseignement spécialisé. Oui, quand même. oui, il y a quand même il y a des cantons qui sont très école inclusive, friendly, si je peux dire, et qui mettent en place des choses.
D'autres un peu moins. Du côté français, c'est un petit peu le bazar quand même encore, hein. Il y a beaucoup à faire. Ça va vraiment dépendre des acteurs qui sont sur place. Je collabore avec des enseignants qui sont vraiment très inclusifs, qui prennent les élèves, qui vont chercher à différencier leur pédagogie, et qui font du mieux qu'ils peuvent et qui parfois même sont à la limite de se noyer tellement qu'ils veulent faire bien. Mmh. Et à côté de ça, d'autres où on va dire: «Ah mais non, mais nous on prend pas votre enfant en classe, et c'est quoi la loi qui dit ça? Il y en a pas! Il y en a pas! La loi dit le contraire». Mais voilà, donc on a un peu de tout, hein. Sur le terrain, ça dépend plutôt des bonnes volontés individuelles. Et Heu, des moyens humains aussi, parce que je pense aux écoles, oui! notamment un enseignant qui a 30 élèves, Ah mais non, mais clairement. ça devient compliqué d'y mettre. Ah bah, si tu rajoutes, oui, 8-10 enfants, avec des troubles neurodéveloppementaux divers et variés, sur 30, facilement, 1 élève avec TSA, avec tout niveau, confondu, bien sûr, non, non, attention, je suis pas en train de jeter la pierre. Je suis en train de jeter la pierre, au pire, à ceux qui décident là-haut, Mmh. pas aux petites mains qui sont sur le terrain et qui font souvent du mieux qu'ils peuvent. Et encore une fois, ceux qui ne font pas du mieux qu'ils peuvent, parfois juste manquent d'informations. Mmh. Voilà, et puis on peut tous à des niveaux différents. Voilà, moi je suis très, tolérante, il y a pas de souci. Il s'agit pas de tirer sur tout le monde, loin de là. Non, non, ce que je veux dire, c'est que, on voit à des endroits, quand les moyens humains et financiers sont mis en place, à quel point ça brille, à quel point c'est beau. J'ai la chance de travailler depuis 3 ans à l'école du personnel du CERN à Genève, qui fait de l'inclusion à 100. On a donc les enfants en classe à besoins spécifiques qui sont accompagnés par des aides à l'inclusion qui sont formées et qui sont supervisées chaque semaine. Et on voit ce qu'on obtient. On a un petit garçon avec qui on a commencé il y a 3 ans, qui était dans un TSA plutôt sévère, peu verbal, beaucoup de troubles de comportement. On en avait jusqu'à 250, hein, par jour. Enfin, ça, c'est une moyenne à peu près, hein. Heu, Aujourd'hui, il a eu donc 40 heures et il a toujours, hein, son aide à l'inclusion en classe, supervisée, avec des programmes. On a évalué avec la VIBIMAP, on a des outils d'évaluation qui nous permettent de prouver qu'on a des progrès sur des centaines de compétences. Compétences quotidiennes, compétences académiques, compétences sociales. Donc 40 heures sur le terrain. On rajoute là-dessus 9 heures de supervision par semaine. On rédige des programmes, on rédige des feuilles avec des cibles qu'on va coter, qu'on va vérifier. Même quand il y a une régression, on la voit, on reprend des outils. Le résultat, il est juste extraordinaire. Il est juste extraordinaire. On a un petit garçon qui a évolué dans le spectre de l'autisme, qui est plutôt sur quelque chose de modéré, qui parle très bien, couramment, le français, sa langue maternelle, qui n'est pas le français, qui nous dit quelques mots même en anglais. Au niveau compétences académiques, en maths, il est devant les autres. On a plus de mal en lecture en français, mais ça va venir. Au niveau social, il vient chercher les autres enfants pour jouer. Tu viens jouer avec moi? On fait un petit jeu de plateau? Parce que Waouh! vous étiez parti de où concrètement On était parti d'un petit garçon qui avait énormément de troubles de comportement, Oui. qui cassait tout, qui jetait tout, Ah qui oui. ne parlait pas beaucoup, presque pas, et qui était complètement dans sa bulle. Donc Il est méconnaissable. c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit, et on n'a pas fini. Et je sais qu'on n'a pas fini. Mais tout ça, c'est pas du miracle. Tout ça, c'est du moyen humain et c'est du moyen financier. Mm. Et dans le moyen humain, j'entends des personnes formées, qualifiées, compétentes, supervisées, des programmes. Dans moyen humain, j'entends les approches recommandées et validées scientifiquement. Les recommandations de la HAS. Exactement, Mm. les recommandations de la Haute En Autorité de fait, on a le Santé. mode d'emploi On a sous tout. les yeux et On a tout. On a le mode d'emploi sous les yeux, la recette de cuisine. On a tous les ingrédients, ou presque, hein. Il suffit que les décideurs, hein, s'appliquent à les mettre en place. Et ils feront des économies financières monstrueuses. Ça se chiffre haut, hein. Ça se chiffre à 800 francs, euros par jour, par individu. Donc sur Mm. des années et des années de vie, des dizaines d'années de vie, ça fait beaucoup.
Oui, puis même sur le côté humain, en plus, Non, c'est mais voilà, si c'est on peut ça. avoir, plus, d'individus autonomes, parce que quand tu me parles, du changement qu'il y a pu avoir Hmm. pour cet élève-là, je me dis peut-être que c'est un élève, s'il n'avait pas eu un accompagnement, il aurait peut-être jamais pu être autonome, il aurait peut-être pas pu Ah, continuer une scolarité, ah, mais c'est pas alors que peut-être. là, ce sera très sûrement le cas, en Ah, mais fait. c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est des vies gâchées, comme je Mmh. disais tout à l'heure. C'est des vies gâchées, c'est des vies broyées. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Bah, c'est des individus, des enfants qui deviennent des ados, qui perdent de plus en plus leur autonomie, qui perdent leur autonomie physique, mais aussi leur autonomie de pensée. D'accord? On parle d'individus épanouis, d'individus qui sont capables d'aller à l'épanouissement. On est en train de plus en plus de parler de ça. Aujourd'hui, c'est la mode. Ouais, bah d'accord, mais ça concerne tout le monde en fait. Donc, c'est une vie, des vies gâchées. Et après, on arrive sur des hospitalisations, sur de la médicalisation, on arrive sur de la camisole chimique finalement. Mmh. Eh ben, en parlant de camisole chimique, c'est super pour ma transition parce que je voulais qu'on aborde ensemble le sujet de la surmédicalisation. Oh, j'ai l'impression d'avoir mon sac de parpaings là, Et je sors un et par un. et de sortir les parpaings puis de les jeter dans la mare comme ça, un par un. Mmh. Je vais me faire des amis. Bon, alors, la surmédicalisation. Oui, encore une fois, recommandation de la Haute Autorité de Santé, mars 2012. On est en 2026. Allô, la Terre. Donc, dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé en mars 2012, il est écrit que l'usage des psychotropes n'est absolument pas en première intention et doit donc être en deuxième intention, de manière ponctuelle, sporadique, d'accord, à la condition que les approches éducatives euh, aient été mises en place et que ça ait été un échec. Approche éducative, ça veut dire la totale, hein. Parents un petit peu formés, guidés, guidance parentale, équipe éducative au top, formée, tout le monde s'accorde, d'accord? Les parents, les pros sur le terrain. Donc c'est quoi ça? C'est l'école, psychomotricien, psychomotricienne, ergo, logopédiste, orthophoniste en France, psychologue éventuellement. Tout le monde est OK. Et ça, bah c'est simple, ça ne va pas à l'échec, ou très rarement dans des cas ultra exceptionnels. On est du 0,001%. OK? Donc pourquoi effectivement, de manière très régulière, alors j'ai pas de pourcentage, faudrait les chercher, ça serait intéressant, mais j'aurais l'impression qu'on est sur du 20%, à peu près 30% sur le terrain de médicalisation. Je parle de psychotropes, attention, hein. Je Mmh. suis pas en train de parler de psychostimulants comme la méthylphénidate Le pour le trouble Concerta, déficitaire de l'attention avec ou sans là, on hyperactivité. parle de drogue. Ritaline, Mmh. Concerta, Medikinet, ce sont des psychostimulants. Donc c'est pareil. Allons chercher l'information, arrêtons de tout mélanger. Non, là je suis en train de parler de psychotropes comme du Risperdal, Et c'est par quelque chose que tu as exemple. déjà vu, du coup, Mais oui, concrètement? ah mais concrètement, et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Et vu, et parfois dans des situations extraordinaires. J'ai deux anecdotes. Une situation dans laquelle on refusait un enfant à l'école s'il n'était pas mis sous, alors, Risperdal, il y a d'autres médicaments du même genre, ce sont des neuroleptiques, hein, d'accord? Ce sont des antipsychotiques. On n'est Et pas ça n'agit sûr. pas du tout sur le trouble du spectre de l'autisme. Absolument pas. Et donc, cet enfant, il était refusé à l'école tant qu'il n'était pas mis sous médication. Incroyable. Le premier n'avait pas un TSA, hein, dont je parle, Il avait quoi? en cours de diagnostic. D'accord. Là, il y a Donc beaucoup à il dire fallait sur les être sous diagnostics. médication pour un enfant sans aucun diagnostic. C'est ça, Et quelle était la justification? trouble de comportement. La justification était trouble de comportement. Mais il y aurait Alors, beaucoup à dire sur les diagnostics et aussi d'ailleurs sur la définition de c'est quoi un trouble de comportement. Bref, la deuxième anecdote, donc c'était pour un enfant beaucoup plus jeune qui avait 7 ans, entre 7 et 8 ans. Maux de ventre, pas très bien depuis quelques jours. Le pédiatre habituel n'est pas disponible. C'est un pédiatre de remplacement, hein, qui reçoit la famille. Brève auscultation. Ça faisait, oui, 2 jours qu'il y avait des maux de ventre. Brève auscultation. Et la famille repart avec une ordonnance avec, je crois que, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est un neuroleptique.
Risperdal ou autre chose. La molécule, c'était la risperdone. Donc un rapport avec les maux de ventre, du coup? Alors, sur le coup, aucun rapport avec les maux de ventre et donc les justifications du prescripteur, du médecin qui a fait l'ordonnance, c'était oui, mais bon, vous savez, c'est quand on a un TSA, c'est le genre de médicament qu'on prend à vie. Il s'agissait donc pas d'échographie, pas d'autres examens, hein, attention, c'était vraiment 10 minutes de consultation, il y a un diagnostic TSA, il a mal au ventre, vous ressortez avec un neuroleptique antipsychotique. Rassure-moi, les parents ont pas Alors non, heureusement, les parents qui étaient informés sont allés voir un euh, autre médecin peut-être? se sont posés des questions quand même, ont tiqué un peu, sont allés voir un autre médecin. Et au final, c'était une allergie au gluten, une intolérance au gluten. Ah oui, donc rien à voir du Rien coup, à voir. Il y avait une inflammation des intestins et puis après, ça les amenait vers l'intolérance au gluten. Moi, je pense que c'est important de comprendre que personne n'a tout pouvoir. D'accord? On peut faire confiance, bien entendu, mais la confiance, ça se mérite. Et faire confiance ne veut pas dire... Attends, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, la confiance n'empêche pas le contrôle ou la recherche de validation. Mmh. Et je pense que ça, c'est intéressant, tout le temps. Eh ben, on restera sur cette phrase pour ce sujet-là et on va rapidement aller sur un dernier sujet, qui sont les diagnostics erronés. Oh, oui. Ben oui, qui est du coup un des sujets fondamentaux parce que finalement, c'est les dominos qui se cassent la figure. Encore un autre pavé dans la mare, hein, d'ailleurs, Allez, je te jette au ça, feu un petit peu, mais ça va. J'ai un ami maçon, je lui demanderai une palette. Ça ira. Euh, alors, est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent sur le terrain? ah mais oui, diagnostic erroné ou incomplet. Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ouvert notre propre structure de bilan à Avec des Teddy School. psychologues, neuropsychologues, Psychologues, neuropsychologues, formés, qualifiés mmh. sur les TND, parce que là encore, c'est une fausse croyance. Qui peut faire quoi? Il faut que les parents, il faut que les gens se renseignent, c'est important. Il y a des cursus de formation qui permettent d'accéder à l'achat de batteries d'évaluation. Et dans ces cursus de formation, il y a une grande hétérogénéité. C'est pas toujours vu la passation, l'interprétation des scores. Si la doctoresse Mazot, par exemple, donne des formations, je ne sais pas si elle le fait encore, moi c'était il y a quelques années en arrière, mais si elle donne des formations justement sur l'interprétation des scores dans la passation des batteries d'évaluation, c'est pas pour rien. Parce que passer un bilan et interpréter les scores qui vont avec, c'est 2 compétences, très Complètement distinctes. Mmh. différentes, bien entendu. Ce sont deux compétences entièrement distinctes, qui sont liées, mais qui sont différentes. Et d'ailleurs, moi, j'invite aussi les professionnels à lire des ouvrages, comme par exemple ceux qui vont parler des bonnes pratiques de passation des bilans. Parce qu'il y a le bilan, il y a le livret de passation avec le bilan, mais derrière, il y a l'expertise, la pratique. Et c'est pas juste avec le temps et juste en faisant passer le bilan toujours de la même manière, sans se poser de questions. Sauf que dans la pratique, c'est ce qu'on voit. Donc encore une fois, on s'est retrouvés avec 90% du temps des bilans Font une page, partiels 2. qui font 2 pages ou 3 pages. Mais encore Mmh. récemment, j'étais à la Haute École pédagogique de Fribourg et je travaillais avec les enseignants et enseignants spécialisés sur la compréhension des bilans, justement cognitifs, neurocognitifs, donc psychologiques. Encore une fois, j'ai eu 22 enseignants en face de moi qui d'abord se sentaient illégitimes au départ À lire un bilan, on parle pas de à lire un bilan. poser un diagnostic, hein, on parle Bien sûr, d'interpréter un bilan. de lire un bilan, mais pas du tout, mais attention. Et il y a un vrai retravail. Il faut reposer le cadre. Qui fait quoi, mais qui travaille avec qui? Parce que l'enseignant, il a un élève en classe tous les jours de la semaine, du matin jusqu'au soir. Donc, il est légitime à pouvoir apporter des observations. Il est légitime à devoir comprendre un bilan et à y participer et aussi à être force de proposition. Pouvoir dire, écoutez, moi, j'ai mis en place telle et telle chose, je sais pas, un time timer, des outils. J'ai vu que ça marchait bien dans ce contexte, j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai vu que
La collaboration, elle est tellement importante. Elle devrait être obligatoire et elle ne l'est pas. Donc en tout cas, pour en revenir à ces bilans, oui, quelques pages, alors qu'il y aurait facilement 35, 40, 50 pages qui seraient nécessaires. Il y a du quantitatif, il y a du qualitatif. Enfin, je veux dire, le travail à faire autour de l'enfant, il est énorme. Et ça commence par un bilan. L'idée, c'est pas de poser une étiquette, hein. Moi, je suis pas une étiqueteuse, tac, tac, Mm. tac, là, à poser des étiquettes de partout, pas Oui, parce du que c'est tout. ce qu'on entend beaucoup. Mais J'ai pas non, envie de faire diagnostiquer mon enfant parce que je vais pas lui poser une étiquette. mais non, mais d'accord, mais alors, on fait comment pour agir Mm. concrètement et de manière individualisée? Parce que le TDAH de Jean, ça ne sera pas le TDAH de Paul. Jean et Paul sont des enfants différents. Mais on a quand même un tronc commun, on a quand même une base de compréhension qui va nous permettre ensuite d'être capable d'individualiser la prise en charge. Sinon, ça ne joue pas. Et alors, je ne parle même pas de tout le travail à faire sur les compétences émotionnelles et sociales, sur la construction de l'individu. Un individu se construit bien quand il se comprend. Ouais. Passer sous silence à son enfant qu'il est autiste, en fait, c'est quoi? C'est nourrir le déni et c'est lui mettre une barrière et l'empêcher concrètement de comprendre qui il est. Mais ça fait partie aussi de l'accompagnement des parents. On revient au On départ. revient au départ. On revient au Mm. départ parce que un parent qui n'est pas accompagné va avoir énormément de mal à sortir du déni. Et le déni, c'est très gros, hein. Le déni, c'est pas juste « Ah, je veux pas voir ». Le déni, c'est aussi d'arriver à le dire à son enfant. C'est d'avoir accepté le truc tellement fort au fond de soi que on accepte d'en parler à son enfant. C'est chaud, hein. C'est difficile, Ça se j'imagine passe pas que... comme ça, hein. Mm. C'est assez compliqué. L'acceptation, elle est difficile. Moi, je pense, un jour, on m'a demandé, est-ce que tu penses avoir fait le deuil? Je pense que le deuil, on le fait jamais. Jamais à 100%. On y va, on s'y approche. Mais c'est dur, hein, un deuil. Et puis à chaque âge, à chaque étape de la vie, le deuil est différent, en fait, hein. Est-ce qu'il va conduire, pas conduire, avoir une chérie, pas C'est tout un tas de questions qui, finalement, n'étaient pas là il y a 10 ans et qui sont là maintenant, puis qui seront encore différentes dans 10 ans. Donc le diagnostic, il est la base de tout. Et nous, on veut des diagnostics complets. On veut pas juste voir 10% de l'individu. C'est comme si je te montre une photo et puis je coupe la photo en deux, allez, 50% max. Non, c'est pas possible. La photo de toi, c'est toi en entier. Si tu veux te connaître, si tu veux te comprendre et progresser dans ta vie, si je veux pouvoir te transmettre des outils internes pour la gestion de tes émotions, pour la gestion de ton quotidien, faut que tu saches qui tu es. Et ça passe par un vrai bon bilan entier, holistique. On dit souvent que les filles sont diagnostiquées très tardivement, voire même passent toute leur vie sans être diagnostiquées. Est-ce que d'après toi, un diagnostic approfondi comme ça, un bilan de Mm. 50 pages avec énormément d'évaluation, ça pourrait permettre d'éviter ce genre de... Oui, alors c'est pas toujours le énormément d'ailleurs, hein, c'est le ce qui a besoin. C'est pas pareil, hein, d'accord? C'est vraiment de pouvoir choisir les bonnes batteries selon l'individu et d'aller creuser là où il y a besoin. Mais oui, ce débat sur les filles ou les femmes, hein, d'accord, qui passent un peu plus à travers les batteries, il est réel. Après, je pense il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Euh, on parle aussi beaucoup de plus en plus de fonctionnement, par exemple du spectre de l'autisme, pas de TSA. T, c'est trouble, F, c'est fonctionnement. C'est d'ailleurs un neuropsychologue qui est dans notre équipe, hein, qui en a parlé Steve Provost exactement, et qui du coup serait à même d'expliquer ça, peut-être dans un prochain podcast, on le fera Très venir. bonne idée, peut-être qu'on invitera. Qui sait. Voilà, Steph, je te préviens tout de suite. Voilà, tu vas ramener tes fesses. Donc oui, c'est en tout cas un enjeu qui est là, qui est réel. Je pense au TDAH, où les petites filles ont beaucoup plus souvent le profil inattentif, hein, et beaucoup moins le profil hyperactif qui se voit. Hein. Quand tu es un enseignant puis que tu as un élève qui te pourrit ta gestion de classe, c'est un Denis la malice, tu le vois. Voilà. Donc une fille qui est plutôt dans la lune passera plus facilement inaperçue. Pour l'autisme, c'est pareil. Elles ont des compétences de camouflage un petit peu impressionnantes parfois. Mais attention, tout le monde n'est pas TSA. Oui, Voilà. bien sûr. Non plus. Ni TDAH.
On va aborder pour terminer le diplôme neuropédagogie spécialisée, TND, que tu Mhm. proposes. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ah, bah, c'est un petit peu l'aboutissement de tout? de toutes ces Mm. années de formation, d'expérience, de retour terrain, de mes collaboratrices aussi, parce que le but, c'était d'avoir une équipe formée. Donc, ça a commencé par des petits modules de formation. Et puis, gentiment, le besoin de grossir ce cursus de formation, de le rendre cadré, en fait, carré, homogène, d'aller vers la qualité. Donc aujourd'hui, c'est un cursus qui dure 2 ans, qui est obligatoire pour les personnes qui veulent entrer dans le pôle éducatif de Teddy School, qui est suivi d'ailleurs par d'autres professionnels sur le terrain, des enseignants, des psychologues, neuropsychologues, quelques médecins. Euh, on a des éducs spécialisés, psychomotriciens, psychomotriciennes, ergothérapeutes, logopédistes. Donc même sans intégrer l'équipe, c'est un Bien diplôme qui sûr, vient compléter. c'est de la formation continue, plus, plus, plus. Donc c'est labellisé EDUCA, le label de qualité des organismes de formation suisses, Compliqué à avoir. qui est un sacré label, ouais, tout à fait. Ça correspond en France, moi je trouve, à la norme ISO 9001 pour les entreprises. Ok, En France, ils ont Calliope pour les organismes de formation, qui est peut-être un petit mais peu moins exigeant que oui, Educa. c'est pas le même niveau d'exigence. Ce cursus, le diplôme neuropédagogie spécialisée TND, et je tiens à l'appellation parce qu'elle est protégée, c'est pas juste neuropédagogie, c'est neuropédagogie spécialisée TND, parce que neuropédagogie tout court, c'est très large, ça veut pas dire grand-chose. C'est un cursus qui s'étale sur 2 ans. Il y a des cours, il y a 10 heures de travail personnel par semaine, il y a des évaluations de cours, il y a des TP à rendre, il y a un mémoire professionnel à présenter devant un jury à la fin de parcours. Si on l'a étalé sur 2 ans, c'est parce qu'il est tellement dense que c'est pas possible, très très difficile de le suivre sur un an. Au départ, les apprenants avaient le choix, il y a quelques années en arrière. Nous, c'est un diplôme qu'on a monté en 2021. Et C'était sur trop un an, on s'est assumé. rendu Mm. compte que c'était un cursus Trop trop intensif pour les intensif. professionnels qui travaiient souvent à côté déjà. Exactement, Ouais. Mm, exactement. mm. Et qui, du coup, était mis en difficulté. Nous, notre but, c'est de le valider, ce diplôme. Mm. Notre but, c'est de transmettre les compétences. C'est un diplôme qui est uniquement en présentiel. Et j'y tiens. C'est ce qui fait qu'on a une reconnaissance quand même un petit peu officieuse de la part des institutions, de la part des écoles, des institutions publiques parfois, d'accord, qui viennent recruter dans mes rangs des professionnels. Mais j'en suis fière, tant mieux. Ça veut dire qu'on fait un bon C'est gage de travail. qualité. C'est qu'il y a de la qualité derrière, exactement. Et donc, voilà, il n'y a pas d'accessibilité en ligne, en distanciel, même si on a des demandes très régulièrement et qu'on aurait déjà vendu ce diplôme des centaines de milliers de fois Mm. en distanciel, parce que notre éthique, et j'y reviens encore, c'est que on ne diplôme pas des professionnels qui vont s'occuper d'enfants handicapés et de familles fragiles en suivant des cours en ligne. Pas Ça ne veut pas diplômant, dire que non. si on suit des cours en ligne, on n'est pas suffisamment formé, mais en Non, tout pas cas, du tout. on ne prend pas le risque, nous, C'est un à Teddy School, diplôme, de former quelqu'un qui... tout à fait. on peut Mais ça a pas... un mot, Mm. diplôme. C'est pas un certificat. On propose des certificats en e-learning. C'est pas une attestation de formation. On propose des formations e-learning. C'est un diplôme. Et du coup, il est à notre image, à notre éthique, avec nos valeurs. Bon, et bah pour conclure, avec tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu, que ce soit du point de vue personnel ou du point de vue professionnel, qu'est-ce que tu aimerais que les parents entendent aujourd'hui pour la fin de ce podcast? Qui sont forts, qui sont beaucoup plus forts que ce qu'ils croient pas. Et que parfois, il leur suffit d'aller chercher juste une petite étincelle et que la lumière, elle va être là. Et il suffit de pas grand-chose. Qui viennent chercher, qu'on leur mette juste le pied à l'étrier. Après, ça va aller. Ils vont le faire le parcours, ils vont le faire le combat. Il n'y a aucun souci, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est ça que je voudrais leur dire. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Virginie pour cet échange très riche. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi, vous avez également beaucoup appris. Je vous laisserai commenter, liker, partager cette vidéo, réagir en commentaire à des choses qu'on a pu dire, des éléments au contraire qu'on n'a pas dit, des questions que vous pouvez avoir, des invités que vous souhaitez qu'on reçoive. En tout cas, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à très bientôt dans un prochain podcast.